La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire Fiscalité locale, mieux comprendre votre avis d'imposition. Ce webinaire a lieu en partenariat avec la DFCG Bretagne Pays de Loire. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez Heming et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire se déroule dans des conditions particulières parce que nos intervenants sont tous à distance. Cette conférence en ligne durera une trentaine de minutes et nous répondrons à toutes vos questions à la fin de la présentation pendant environ 10 minutes. J'en profite pour vous indiquer que vous avez la possibilité de poser toutes les questions pendant le webinaire par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter nos 3 intervenants du jour. Béatrice Arondel, responsable de la DFCG Morbihan, expert comptable et commissaire aux comptes. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour à chacun et à chacune. Excusez-moi, bonjour Delphine. C'est Florence qui anime le webinaire. Excusez-moi. Florence Prété, consultante expert fiscalité locale chez Heming. Bonjour Florence. Bonjour. Et Vincent Hermine, consultant expert finance et taxes chez Heming. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Je vous invite maintenant à découvrir le programme de notre webinaire. Béatrice vous présentera en quelques mots la DFCG, puis nos experts aborderont les thèmes suivants. Un immeuble, des taxes locales. Que représente un immeuble pour l'administration fiscale? À partir de quand génère-t-il des taxes? Puis, quels sont les bons réflexes quand vous recevez votre imposition? Et pour terminer, comment et dans quel délai réclamer le trop perçu par l'administration fiscale? Puis, nous répondrons à toutes vos questions. Je laisse maintenant la parole à Béatrice pour débuter ce webinaire. Béatrice, c'est à vous. Alors, je suis ravie de vous présenter la DFCG, qui est le premier réseau associatif des dirigeants finance et gestion au niveau national. Donc, l'association accueille plus de 3000 membres et elle a pour objectif de réunir les directeurs financiers et les directeurs de contrôle de gestion pour leur permettre d'accéder à des informations qualifiées, partager leurs expériences et de continuer à se former. Tout ça autour de 3 grandes valeurs qui sont savoir, partager et échanger. Donc, comme je vous le disais, c'est un réseau national qui est composé de 14 délégations régionales, dont celle de Bretagne-Pays de Loire, qui est la plus importante des délégations régionales, que ce soit en nombre de manifestations ou en nombre d'adhérents après celle de Paris, enfin Île-de-France. Et donc, aujourd'hui, parmi les 7 pôles de la région Bretagne-Pays de Loire, c'est le pôle de Vannes qui vous accueille et qui a le plaisir de vous proposer ce webinaire animé par Émilie. Et donc, juste pour terminer, au niveau de la DFCG Bretagne Pays de Loire, c'est plus de 410 membres qui ont la possibilité de se réunir au moins une fois par an tous ensemble, notamment autour d'un grand moment qu'est l'Assemblée générale de la DFCG Bretagne Pays de Loire. Merci de votre participation à ce webinaire et je vous souhaite une très bonne heure qui s'annonce très intéressante. Merci Béatrice. Je laisse donc la parole maintenant à nos intervenants. Dans le cadre du webinaire de ce jour, nous allons aborder 2 grandes impositions qui grèvent les immeubles, que sont la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises. Ces 2 impositions ont un lien commun qui est l'immeuble, puisque tout immeuble par son existence ou la manière dont il est exploité va se voir impacté par l'une de ces 2 impositions. La taxe foncière, tout d'abord, est un impôt réel. Alors, réel, tout le monde se doute bien qu'elle l'est, puisque les gens propriétaires s'acquittent de cet impôt. Mais c'est un impôt réel au sens où, à partir du moment où un immeuble existe, il se verra nécessairement imposé selon la situation au 1er janvier de l'année d'imposition. L'impôt est réel, mais il faut bien quelqu'un pour l'acquitter, et c'est à raison de la propriété de cet immeuble que le propriétaire ou d'autres types de détenteurs désignés par la loi se verront redevables de l'impôt. On peut noter les usufruitiers ou les preneurs de baux amphithéotiques. Pour être imposable, il faut bien évidemment une propriété bâtie, et nous en parlerons un petit peu après dans un slide dédié.
La cotisation foncière des entreprises, pour sa part, alors reste un impôt tout aussi réel, mais qui a la particularité d'être dû à raison de l'exercice d'une activité et de non de l'existence d'un bien. Donc c'est l'exercice d'une activité qui est imposé annuellement, selon toujours le fait d'exercer cette activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Et l'impôt va être dû par la personne qui exerce de manière habituelle une activité professionnelle non salariée, qu'il soit personne physique ou personne morale. Il sera redevable de l'imposition. Ces deux taxes ont la particularité d'être déterminées sur un référentiel commun qui s'appelle la valeur locative foncière et qui est calculé selon des méthodes qui diffèrent selon la nature du bien et son utilisation. Donc, pour avancer un petit peu dans ce que sont ces taxes foncières et ces cotisations foncières d'entreprise, il convient de s'intéresser à ce qu'est un immeuble pour l'administration et les différentes formes qu'il peut revêtir. On a des petites latences d'affichage, j'espère que ce n'est pas trop pénalisant pour vous. Donc un immeuble peut présenter plusieurs aspects, plusieurs formes qui sont prévues par le Code général des impôts. Alors on a un peu l'image d'Épinal de la construction proprement dite, c'est-à-dire des murs, une toiture, des fenêtres, des portes, quelque chose de très tangible, un bâtiment en tant que tel. Va venir s'intégrer à ce bâtiment tous les accessoires que l'on rajoute à l'intérieur, que ce soit des huisseries, des revêtements divers et variés, décoratifs ou non. Se rajoute à la catégorie des immeubles imposables et qui sont retenus pour la taxe foncière ou la cotisation foncière d'entreprise, ce qu'on va appeler les installations foncières. Ce ne sont pas vraiment des bâtiments en tant que tels, mais on va retrouver à l'intérieur tous les biens qui sont destinés à abriter des personnes ou à stocker des produits, d'où la petite image qui vous est proposée de silo, puisque ce sont des biens passibles de taxe foncière, des immeubles en tant qu'installation foncière. On retrouve également les terrains assimilés. Il s'agit là de tous les terrains qui sont affectés à un usage commercial, comme les lieux de dépôt à ciel ouvert par exemple. Et enfin, de manière un petit peu plus anecdotique, en tout cas dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons retrouver les bateaux utilisés en un point fixe, qui sont des immeubles au sens fiscal, mais assez peu au sens matériel. Chacun de ces immeubles va se voir attribuer une valeur locative en fonction de sa nature et également de ses modalités d'exploitation. On retrouve 4 grands types d'évaluation qui correspondent à 4 grandes familles de locaux que vous avez sous les yeux. Parmi ces 4 familles de locaux, on va laisser aujourd'hui de côté les locaux d'habitation et les locaux particuliers pour se concentrer exclusivement sur les locaux dits industriels et locaux dits commerciaux dans les slides qui vont suivre. Du point de vue des locaux industriels, ce qui compte le plus, c'est d'identifier la nature de l'activité qui est réalisée à l'intérieur de l'immeuble et les moyens qui sont mis en œuvre à l'appui de cette activité. On identifie ainsi un local industriel comme un investissement immobilier au sein duquel se réalise une activité de fabrication ou de transformation qui nécessite des moyens particulièrement importants. Donc ça, c'est encore une fois un petit peu une image d'Épinal, c'est l'usine avec une grande cheminée et des sheds du point de vue de la toiture qui va émettre une jolie fumée comme vous l'avez à l'écran. Une autre catégorie de biens susceptibles d'être un local industriel est le local dans lequel est exercée une activité de prestation de service. Donc là, on sort tout à fait du monde de la transformation. Et cette activité de prestation de service, elle est réalisée avec l'appui de moyens techniques toujours importants, mais également ces moyens techniques jouent un rôle prépondérant dans la conduite de l'activité. Et dès lors que ces deux conditions cumulatives sont remplies, c'est-à-dire des moyens importants et des installations techniques qui jouent un rôle prépondérant, alors on se retrouvera sur un local industriel. À titre d'exemple, on peut citer les data centers qui aujourd'hui peuvent être, selon les cas, envisagés comme des locaux industriels ou des plateformes logistiques de grande ampleur, de marques que nous ne citerons pas ici. À partir du moment où la qualification industrielle est retenue, on identifie ces biens comme relevant de la méthode d'évaluation dite comptable. Et cette méthode d'évaluation dite comptable, elle a une particularité, c'est qu'elle est décorrélée du côté tangible qui est la surface des immeubles pour retenir la valeur des immeubles et leur valeur d'origine. De sorte que la valeur locative, dont on a dit au préalable qu'elle était la pierre angulaire, le point commun entre la taxe foncière et la CFE, est déterminée à partir de cette valeur locative, cette valeur d'origine, auquel on applique un taux d'intérêt, différents coefficients.
On ne va pas rentrer dans la technicité du sujet aujourd'hui, mais en tout cas, les retraitements font que, en partant d'une valeur d'immeuble comptable, on arrive à une valeur annuelle qui sert de base à la fiscalité. Pourquoi est-ce qu'il est important de relever ça? C'est que chaque euro qui va être investi dans l'immeuble, dans sa construction initiale ou dans sa maintenance, et donc incidemment la bonne tenue d'un listing d'immobilisation afférent aux immeubles, va impacter les deux impôts fonciers que constituent la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises. Vient une autre catégorie de locaux, qui sont les locaux commerciaux, et je vais laisser la parole à Florence pour vous en parler. Oui, merci Vincent. Alors, depuis le 1er janvier 2017, les locaux commerciaux ou locaux professionnels, ils sont évalués par une nouvelle méthode, c'est la méthode tarifaire. En fait, ça correspond à la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. On est passé d'une méthode par comparaison qui était totalement obsolète car elle faisait référence à des loyers fixés en 70 à une méthode tarifaire qui se veut dynamique puisqu'en fait les tarifs d'évaluation sont mis à jour annuellement. Bon, le principe de calcul de la valeur locative révisée est relativement simple dans son principe. L'immeuble est classé dans une des 38 catégories qui ont été définies par l'administration. Par exemple, pour les bureaux, vous avez 3 catégories, donc avec les barbarismes de l'administration. Vous avez les BUR 1, qui sont des bureaux d'agencement anciens, BUR 2, bureaux d'agencement moderne, ou alors un BUR 3, ce sont des bureaux avec des aménagements spécifiques. C'est par exemple un laboratoire d'analyse médicale. On tient compte de la surface réelle. Donc ça, c'est la même définition que dans l'ancien système. La surface réelle, c'est la surface mesurée au sol entre murs ou séparation. Grossièrement, on parle de surface balayable. Cette surface réelle, en fait, vous allez la décomposer entre des surfaces principales, des surfaces secondaires couvertes, des surfaces secondaires non couvertes et des parkings, puisque les parkings sont imposables en taxe foncière et ils ont un poids non négligeable dans l'imposition. Et donc, cette décomposition en différents éléments va permettre de calculer une surface pondérée qui est en fait la vraie surface taxable en taxe foncière, la surface pondérée. En 2013, tous les propriétaires de locaux professionnels ont dû souscrire des déclarations, les fameuses déclarations 6673 K, où vous avez eu à peu près entre un mois et demi et 2 mois pour remplir des éléments de surface et de loyer. En fait, ces déclarations, elles ont permis à l'administration de définir des secteurs d'évaluation. Donc, par région, par commune, chaque section cadastrale est rattachée à un secteur d'évaluation. Et pour chacun de ces secteurs d'évaluation et pour chaque catégorie de locaux, en fait, vous avez un tarif attaché. Et ce tarif, c'est ce tarif qui est mis à jour tous les ans. Vient ensuite le coefficient de localisation qui permet de tenir compte en fait de la particularité de la parcelle dans le secteur géographique. Donc, on tient vraiment compte de la situation de l'immeuble. Donc, c'est un coefficient non négligeable parce qu'il va de 0,7 à 1,30. Il peut être mis à jour tous les ans et c'est par exemple tenir compte du fait qu'un immeuble est situé près d'une autoroute ou mieux desservi, ou au contraire, l'immeuble est totalement isolé. On va dire que c'est le seul critère subjectif de l'évaluation. Donc, ça vous permet d'obtenir la valeur locative de l'année. Dans les faits, en fait, l'administration elle a mis en place 3 mécanismes pour atténuer l'impact de la révision. Le premier, ce sont les coefficients de neutralisation. Alors, en fait, c'est pour faire cohabiter dans les budgets des collectivités des bases révisées, les locaux professionnels, et des bases non révisées, les locaux industriels, les locaux d'habitation. Parce qu'en fait, la révision devait se faire à produit constant. Et si, par exemple, une collectivité avait 150 dans son budget avec une répartition de 60% locaux professionnels, 40% locaux d'habitation, même avec la révision, elle doit avoir toujours ses 150 avec une répartition 60%, 40%. Deuxième mécanisme, c'est le planchonnement de la valeur locative révisée. Alors, en fait, la valeur locative révisée que je vous ai montrée dans le slide précédent, en fait, elle est minorée ou majorée d'un montant égal à la moitié de la différence entre la valeur locative révisée et l'ancienne valeur locative 70. Vous, ce que vous devez retenir, en fait, dans ce mécanisme, c'est qu'il y a toujours une référence à cette ancienne valeur locative 70. De même, dans le troisième mécanisme, qui est le lissage des cotisations, donc 1/10 de la différence pendant 10 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2026, le lissage des cotisations fait aussi référence à cette ancienne valeur locative 70, puisque le lissage est calculé en tenant compte de la nouvelle valeur locative révisée et des taxes qui auraient été dues avec la valeur locative 70. Donc, vous avez toujours cette référence à 70. Et c'est ce qui explique en fait qu'il n'y a pas eu forcément de grosses hausses ou de grosses baisses dans les taxes foncières que vous avez vues, ça a été lissé. Le lissage, concrètement, sur un avis d'imposition, c'est le seul élément que vous pouvez voir. Donc, effectivement, vous avez cette petite phrase type, il est rappelé qu'un lissage
a été calculé en 2007 de temps. Tout ce qui concerne les critères de l'imposition même, c'est caché derrière la ligne de base d'imposition de votre avis d'imposition et vous ne pouvez pas le comprendre. Vous ne pouvez pas connaître les éléments de surface, ni les tarifs d'évaluation, ni les coefficients de localisation qui sont retenus. Là, on est dans un cas favorable puisqu'en fait, on est sur un lissage négatif de moins 4 000 environ par an. C'est-à-dire que normalement, au bout de 10 ans, on va avoir moins 40 000 euros sur l'imposition. Alors évidemment, avec des impositions à taux constant et à tarif constant. En fait, la vraie injustice de la révision, voilà, ça n'a pas créé la révolution. Là, ça crée par contre une injustice, puisque lorsque vous avez un immeuble qui était évalué avant 2017, il est évalué à la fois sur la valeur locative révisée et sur la valeur locative 70 à travers le planchonnement et le lissage. Si vous avez le même immeuble en version neuve, c'est-à-dire construit après 2017 pour les impôts, lui va être imposé uniquement sur de la valeur locative révisée. Et donc, en termes de coût de taxe foncière en mètre carré, ça va être totalement différent. Je vais maintenant laisser la parole à Vincent, qui va nous parler du point de départ des impositions. Merci Florence. Du point de vue du point de départ des impositions, on a vu ensemble tout à l'heure que la taxe foncière portait sur la propriété de l'immeuble, la cotisation foncière des entreprises sur la disposition, sur l'exploitation de l'immeuble. Le critère numéro 1, le prérequis à l'imposition de la taxe foncière, c'est qu'on ait un immeuble. Et pour que cet immeuble existe, il faut qu'il soit achevé. Et on considère la situation d'achèvement au 1er janvier d'une année donnée pour déterminer si une taxe foncière est due au titre de l'immeuble pour l'année considérée. En matière de cotisation foncière des entreprises, c'est au 1er janvier de l'année qu'on analyse si une société ou une personne réalisait une activité professionnelle non salariée pour déterminer si elle était redevable ou non de l'imposition, pour ensuite s'intéresser à l'immeuble dont elle disposait. Simplement, on ne s'intéresse pas, et c'est la différence marquée et marquante en matière de CFE, à la situation de disposition de l'immeuble au 1er janvier, comme ça peut être le cas en matière de taxe foncière, où seul le 1er janvier est retenu. Mais en matière de cotisation foncière des entreprises, on va aller rechercher sur une période de référence définie, qu'on verra ultérieurement, les biens dont l'exploitant avait la disposition. Donc, ce qui va être intéressant à ce stade, c'est de voir quelles sont les informations qui doivent être communiquées à l'administration, tant en matière de taxe foncière que de cotisation foncière des entreprises, pour permettre à l'administration de procéder aux différentes mises à jour et à l'émission des impositions. Les événements qui génèrent des déclarations sont de deux ordres en matière de taxe foncière. Ce sont des événements qui vont être liés aux immeubles, qui motivent et imposent une obligation déclarative, et les événements liés à l'exploitation de l'immeuble, qui vont également modifier certaines obligations. On aura dans un second temps un volet spécifique à la CFE, puisque l'exploitant lui-même est soumis à déclaration. Donc pour avoir l'achèvement de l'immeuble, c'est ce que j'indiquais juste avant, il faut qu'on ait un immeuble, et partant d'un sol nu, par hypothèse, on va considérer qu'une construction nouvelle est réalisée. Et donc, dès lors qu'on va retrouver ce type de configuration, donc soit la construction sur un terrain nu d'un bâtiment nouveau, soit le remplacement total et intégral par démolition et reconstruction d'un immeuble, soit des travaux très significatifs de reconstruction, on sera sur ce qu'on appelle une construction nouvelle qui va générer une obligation. La deuxième étape, c'est qu'une fois que cet immeuble neuf existe, on peut lui apporter des modifications qu'on va appeler des changements de consistance qui vont consister justement à modifier son volume, sa taille, soit par addition de construction, soit par démolition partielle, soit éventuellement par surélévation. Avec ces deux catégories d'événements liés à l'immeuble, on rend l'immeuble disponible à un usage, et cet usage, on l'a vu précédemment, est déterminant pour connaître la méthode d'évaluation. Si mon immeuble accueille une activité de transformation, fabrication avec des moyens importants, il a de fortes chances d'être qualifié d'établissement industriel et être évalué sur la base des investissements fonciers réalisés. Si cependant en cours de vie d'immeuble, je décide de désaffecter, de désindustrialiser ce site pour le convertir en tout à fait autre chose, par exemple des locaux à usage de bureaux ou d'entrepôts, je vais constater un changement d'affectation, puisque j'ai un changement majeur dans l'activité qui est conduite dans le site. Et à ce titre, ce changement d'affectation devra également être notifié à l'administration. Une particularité à avoir à l'esprit, majeure en la matière, le changement d'affectation est toujours lié à un changement de méthode d'évaluation. Si
j'ai un changement de méthode d'évaluation, j'ai nécessairement une obligation déclarative qui sera un changement d'affectation. Pour un sujet, enfin un dernier sujet spécifique aux locaux commerciaux, nous avons ce qu'on appelle les changements d'utilisation. Florence évoquait précédemment l'existence de plusieurs catégories. Eh bien, le changement d'utilisation dans les locaux commerciaux, c'est le passage d'une catégorie à une autre, qui va être lié par exemple à la transformation d'une boutique en bureau ou de bureau en boutique, ou à la transformation, la division d'une surface commerciale, d'une surface par exemple de 500 mètres carrés, en plusieurs surfaces commerciales plus petites. Dans cet exemple, il n'y a bien évidemment pas de changement de consistance. L'immeuble a toujours la même taille, c'est simplement un redispatch de différentes composantes et cellules d'exploitation. Viennent ensuite deux grandes catégories d'événements qui sont plutôt récentes et qui sont liées non plus à l'immeuble en tant que tel, mais aux modalités d'exploitation de cet immeuble, puisque interviennent régulièrement et fréquemment des difficultés d'appréciation pour identifier quel type d'immeuble doit relever ou quel type d'activité doit entraîner la qualification d'un immeuble en établissement industriel et quelles modalités d'exploitation doivent écarter cette méthode d'évaluation. Donc pour essayer de restreindre le champ des discussions qui pouvaient exister entre les contribuables et l'administration, le législateur a introduit deux grands ajustements qui, par défaut, sortent du champ de la méthode d'évaluation dite comptable réservée aux établissements industriels, les sites pour lesquels la valeur des installations techniques, matérielles et outillages est inférieure ou égale à 500 000 €. Dans une telle hypothèse, ça c'est une nouveauté, si on peut le dire, de la loi de finances 2019, codifiée à l'article 1500 du Code général des impôts. Dans cette hypothèse, si un site exploite moins de 500 000 €, enfin moins ou pile 500 000 € d'installation technique, matériel et outillage, il ne pourra jamais être évalué sur la méthode comptable. Alors, il faut être attentif à ce point-là, dans la mesure où doivent être appréhendés pour l'exploitant les biens qu'il détient, ça c'est pas trop compliqué, les biens qui sont mis à sa disposition gratuitement ou à titre onéreux ou dans le cadre de conventions de crédit-bail, mais la déclaration afférente à ce type de problématique incombe au propriétaire. Donc il existe une obligation déclarative dont on parlera un petit peu plus loin de l'exploitant vis-à-vis du propriétaire pour bien s'assurer que le propriétaire ait l'information nécessaire à la vie de l'immeuble. Puisque toute entreprise étant, on l'espère, dynamique, son seuil d'installation technique, matériel et outillage peut évoluer dans le temps, à la hausse ou à la baisse. Et donc, il convient de suivre de manière assez fine, ou en tout cas organiser ce montant de 500 000 €. En cas de création d'établissement, il faut le suivre dès l'année suivante, puisque le franchissement du seuil, j'étais à moins de 500 000, je passe à plus de 500 000 dès l'année suivante, va entraîner une obligation déclarative immédiate pour une mise à jour DN+2. Pour un immeuble qui est plus ancien et exploité de manière plus longue, alors on n'apprécie plus l'année suivante, mais un périmètre d'année continue de 3 ans. Et si au cours de ces 3 ans, le seuil a été dépassé, alors il conviendra d'en informer soit l'administration directement si le propriétaire est l'exploitant, soit pour l'exploitant le propriétaire, afin qu'il puisse, lui, propriétaire, faire le nécessaire. Autre cas particulier, lui introduit par la loi de finances, l'article 103 de la loi de finances pour 2018 et codifié à l'article 1499.00A du Code général des impôts, c'est l'exclusion mécanique et de droit des entreprises qui remplissent les conditions pour être inscrites au répertoire des métiers. Alors, peut se poser un ensemble de questions sur la portée de l'article, à savoir sa lecture. Doit-on considérer que le fait de remplir les conditions pour être inscrit suffit à sortir du champ de la méthode comptable, ou doit-il y avoir une inscription effective au répertoire des métiers? Il y a fort à parier que certains débats interviendront dans les prochaines années sur le sujet, le texte laissant ouvert un certain nombre de discussions. Là encore, dès lors qu'on a un changement de situation, soit de la part de l'exploitant qui en prévient directement le propriétaire pour information d'administration, soit de la part de l'exploitant lui-même s'il est également
double casquette propriétaire, il convient de suivre cette exposition à l'inscription au répertoire des métiers pour pouvoir informer l'administration dans les délais et que cette dernière puisse procéder à la mise à jour. Ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Florence qui va vous présenter les déclarations qui sont associées à ces différents événements et vous présenter également quelques exemples de situations. Alors, les déclarations en termes de taxes foncières pour les locaux qui nous occupent aujourd'hui, en fait, on en a 3. La déclaration modèle U pour les locaux industriels, vous reportez dessus alors il y a tout un pavé administratif comme d'habitude et vous reportez dessus les valeurs des immobilisations. La fameuse déclaration 6660 REV. Donc pareil, vous avez un pavé administratif. Après, à l'intérieur, vous choisissez une des 38 catégories. Et après, vous déclarez des éléments de surface. Et la déclaration modèle IL pour déclarer les changements de consistance ou les changements d'affectation. Alors, ces déclarations, elles sont toutes disponibles sur impôts.gouv et de plus en plus en version remplissable PDF. Alors, on a essayé de vous faire des petits tableaux pour vous mettre dans les différents cas quelles déclarations utiliser. Lorsque vous avez une construction nouvelle, pour un local commercial, c'est une déclaration REV. Pour un local industriel, c'est une déclaration U. Lorsque vous êtes dans le cas d'une démolition, totale ou partielle, dans les 2 cas, c'est une déclaration IL. Lorsque vous êtes dans un changement de consistance, c'est-à-dire que j'augmente le volume de mon immeuble. C'est comme si c'était un immeuble neuf, c'est un bout d'un immeuble neuf. Donc, c'est une déclaration REV pour les locaux commerciaux et une déclaration IL pour les locaux industriels. Un changement d'utilisation, alors ça n'existe que pour les locaux commerciaux et c'est toujours la déclaration REV. La deuxième partie du tableau s'applique lorsque vous êtes dans un changement de méthode, c'est-à-dire industriel, commercial, commercial, industriel, méthode comptable, méthode tarifaire. Et dans ce cas-là, lorsque vous passez d'un industriel à un commercial, vous faites 2 déclarations. Une déclaration IL pour dire que vous perdez votre caractère commercial et une déclaration REV avec les éléments de surface. À l'inverse, quand vous passez d'un local commercial à un local industriel, vous ne faites qu'une déclaration modèle IL. Alors, ces déclarations, doivent être faites par le redevable légal de l'imposition, c'est-à-dire le propriétaire. Néanmoins, quand vous êtes dans la situation du seuil des 500 000 ou du statut artisan, je viens de vous présenter Vincent, l'exploitant doit informer le propriétaire, parce qu'effectivement, c'est des notions que le propriétaire ne peut pas savoir. Autant s'il y a un agrandissement d'immeuble, il doit être au courant, c'est lui qui va déposer les permis. Lorsqu'il y a un changement sur les seuils ou sur le caractère artisanal, il ne peut pas le savoir. Et donc là, la loi de finances a créé une obligation pour l'exploitant qui doit avertir son propriétaire, qui doit faire les déclarations adéquates. Donc, je vais repasser la parole à Vincent qui va vous parler des déclarations à utiliser pour la CFE. Merci Florence. Comme évoqué précédemment, donc la CFE elle est due par l'exploitant et elle est calculée sur la valeur locative des biens dont cet exploitant dispose. Pour communiquer à l'administration le détail des biens dont il dispose, mais également pour pouvoir bénéficier des allègements et exonérations qui peuvent lui être associés, le contribuable a à sa disposition 3 grandes déclarations. La première, c'est la déclaration 1447C, qui est une déclaration déposée une seule fois dans la vie d'un établissement, puisqu'elle est liée à la création de cet établissement. Ça permet de communiquer pour la première fois à l'administration les données. Une déclaration 1447M qui, elle, est à déposer à chaque fois qu'un changement intervient sur l'immeuble. Par dérogation, si aucun changement n'intervient, aucune déclaration n'est à déposer, de sorte que la taxe court d'elle-même et est mise en recouvrement spontanément sur la base de la déclaration 1447C initiale, et une déclaration 1465 SD qui est un petit peu particulière, qui est indirectement liée à l'assiette de la CFE, mais qu'on a souhaité mettre à l'écran quand même, puisqu'elle est déterminante pour les entreprises qui bénéficient d'allègements liés à l'aménagement du territoire. Et le défaut, l'omission du dépôt de cette déclaration peut conduire à la perte de l'exonération. Donc il est très important en matière de CFE de bien cadencer ces déclarations, de ne pas les omettre. Pourquoi c'est compliqué? C'est qu'on est censé déclarer qu'en cas de changement et que quand on n'a pas forcément un rythme annuel déclaratif, ce sont des déclarations, je pense au 1447M, qui peuvent passer à la trappe. Et surtout, la 1465 SD qui intègre le volet des exonérations.
C'est à titre d'exemple, on a évoqué également précédemment que l'exploitant était redevable de la taxe dès lors qu'il exploitait l'activité au 1er janvier d'une année, mais que la valeur locative était identifiée sur une période de référence particulière. Dans cette slide, on va rapidement descendre ce sujet-là. Deux cas de figure, deux grands cas de figure se présentent. Celui de la 1447C, je suis sur une création d'établissement. Celui de la 1447M, je suis sur un établissement existant. Eh bien, s'agissant d'un établissement nouveau, un établissement créé par exemple en 2020, le redevable va devoir informer l'administration en cours d'année 2020 et au plus tard le 31 décembre de l'existence de son immeuble, de son activité. Il va communiquer les informations à l'administration et c'est ces informations qui vont servir pour l'imposition dès l'année suivante, de sorte que c'est l'immeuble dont ce redevable a la disposition au dernier jour de l'année 2020 qui servira de curseur à son imposition dès 2021. Donc toute évolution intervenue entre aujourd'hui finalement et le 30 décembre dans l'immeuble qui pourrait être disponible sera sans incidence puisque c'est une photographie à un instant donné qui est le 31 décembre qui sera retenue comme imposition. Pour ce qui est de la généralité des cas qu'on rencontre pour un établissement existant, on a un décalage qui est plus long, puisque création d'établissement, je suis en 2020, c'est le référentiel 2020 qui sert à l'imposition 2021. C'est assez simple. Pour un établissement existant, la situation est un petit peu différente, puisque dans mon exemple, donc je suis en 2021, on va partir plus loin, mais allez, en 2030, on sera loin du coronavirus comme ça, peut-être. Donc en 2030, je constate un changement au titre de mon immeuble. Je le mentionnerai à l'administration en 2031 pour une mise à jour de l'imposition en 2032. Ça nous porte loin, mais c'est simplement pour illustrer qu'il y a un décalage de 2 ans en fait entre la situation de fait d'occupation de l'immeuble, de disposition de l'immeuble et sa taxation réelle. Donc c'est un sujet à suivre de près également en cas de changement. Toujours le fil rouge, la fiche 1465 SD doit systématiquement être déposée, quelle que soit la situation, afin de pouvoir bénéficier des allègements qui y sont assortis. Donc ces déclarations, on les dépose bien évidemment pour que l'administration puisse mettre en recouvrement les avis d'imposition, mais ils ont des effets qu'il peut être intéressant de relever, des effets directs et des effets qui peuvent procurer des avantages et avantages qui sont perdus en cas d'omission ou d'insuffisance point de vue du dépôt. En premier lieu, Florence en a parlé tout à l'heure pour les locaux commerciaux et exclusivement pour les locaux commerciaux qui étaient existants avant le 1er janvier 2017. Ces locaux bénéficient en matière de taxes foncières, et on le verra après de CFE, d'un dispositif de planchonnement et de lissage qui n'ont pour autre effet que d'amortir le passage de l'ancien système valeur locative 70 au nouveau système révisé. Simplement, un immeuble, par exemple, qui ferait l'objet d'un changement de consistance important, qui dépasse certaines proportions, se verra perdre ce dispositif de planchonnement et lissage du simple fait de l'agrandissement qui a été réalisé. Donc le fait de réaliser une opération d'agrandissement, une opération de construction nouvelle ou de démolition d'ailleurs, de la déclarer, entraînera une modification significative du calcul de l'imposition et donc potentiellement de son montant. Autre cas de figure, pour une construction nouvelle, un immeuble neuf, qu'il soit totalement neuf ou qu'il constitue éventuellement l'addition, un changement de consistance, l'addition à un immeuble existant, le dépôt de la déclaration est indispensable, alors quelle que soit cette déclaration, pour pouvoir bénéficier de la création d'une nouvelle valeur locative, ça permet d'asseoir l'imposition, mais surtout pour pouvoir bénéficier pendant 2 ans d'une exonération des parts départementales, de la GEMAPI et de la taxe spéciale d'équipement sur l'immeuble. Donc le dépôt de cette déclaration, elle est vraiment impérieuse, il est vraiment impérieux et le délai est de 90 jours suivant la date de l'achèvement de la construction. Une petite précision, le terme achèvement peut être trompeur. Achèvement ne veut pas dire immeuble redevenu totalement exploitable et prêt à être mis en action. On parle vraiment d'achèvement fiscal. De manière très résumée, on dira un immeuble qui est hors d'eau, hors d'air et dont les finitions intérieures éventuellement ne sont pas encore tout à fait finies. Enfin, le dépôt des déclarations de taxes foncières peut impliquer
selon les cas, et notamment en cas de changement lié à l'exploitation de l'immeuble, peut entraîner l'application d'une valeur locative étalée dans le temps, puisqu'on a vu tout à l'heure que un immeuble qui serait exploité par un artisan dont le statut change ou par une société dont les installations techniques, matériels et outillages varient autour du seuil de 500 000 euros, ces changements-là entraînent un changement de méthode d'évaluation qui peut avoir parfois des effets significatifs. Et donc, le fait de déposer une déclaration, ça permet surtout de bénéficier de ce lissage programmé sur 6 années. Pour illustration, il faut quand même que la valeur locative soit impactée de plus de 30% pour que le lissage puisse intervenir. Donc, c'est quand même quelque chose de significatif. En matière de CFE, les effets sont fortement liés au volet taxe foncière. Il y a une très forte sensibilité aux déclarations de taxe foncière, puisque, on vient de le voir un petit peu avant, tout changement lié à la taxe foncière va impacter nécessairement la valeur locative. Cette valeur locative, elle est commune à la taxe foncière et à la CFE, et donc mécaniquement, un changement en matière de taxe foncière impactera à terme le volume de la CFE acquitté. Comme nous l'avons dit également en première partie du slide d'avant, les planchonnements et lissages sont perdus en cas de changement de consistance, par exemple. Ils le sont perdus en matière de taxe foncière, ils le sont également en matière de CFE. Enfin, en matière d'évaluation et d'imposition, le fait de déposer une déclaration permet, et de respecter les délais liés à ces déclarations, permet de bénéficier d'un abattement de 50% et de tout autre abattement ou exonération. Je vais maintenant inviter Florence à rentrer un petit peu dans quelque chose de plus concret et c'est d'aborder les différentes questions pratiques, concrètes à se poser quand on reçoit un avis d'imposition, qu'il soit de taxe foncière ou de CFE. Oui, quels sont les bons réflexes à avoir? Alors, premier réflexe, c'est bête à dire, mais ça, il faut le regarder quand même, c'est vérifier que votre avis d'imposition est au nom du bon redevable. Alors, en matière de CFE, généralement, il y a le numéro SIRET et la commune, donc c'est assez rapide. En matière de taxe foncière, il y a toujours un délai, on va dire, au moment où l'administration enregistre les informations, au moment où elles sont utilisées. Donc, il est possible que, par exemple, si votre immeuble a été vendu, vous receviez encore un avis d'imposition, alors que l'avis d'imposition devrait être au nom du nouveau propriétaire. Dans ce cas-là, il faut déposer une réclamation. Deuxième réflexe, lorsque vous exploitez un local industriel, en fait, vous pouvez comparer assez rapidement votre base d'imposition de taxe foncière et votre base d'imposition CFE. Alors là, vous voyez sur l'exemple, on a une base d'imposition de taxe foncière de 442 000 et quelques, et en fait, la base CFE est de 619 000, c'est-à-dire elle a de 1,4 fois. C'est à peu près le ratio qu'on observe sur tous les locaux industriels. Alors évidemment, ça marche si vous êtes l'exploitant unique du site imposé en taxe foncière. Autrement, ce calcul-là ne peut pas se faire. Troisième effet, il arrive, c'est l'application de l'exonération pour construction nouvelle. J'ai fait ma déclaration dans les 90 jours. Est-ce que mon exonération est bien appliquée? Donc là, vous voyez, c'est un avis d'imposition avec 2 immeubles, 2 adresses d'imposition. Sur la deuxième adresse, le 541 rue Georges Méliès, vous avez bien un taux d'imposition à la commune, 31,18, et vous avez une base d'imposition retenue. Après, on va dire d'un simple coup d'œil sur votre avis d'imposition, vous allez voir que sous la colonne département, taxe spéciale d'équipement et GEMAFI, vous n'avez pas de base d'imposition. Donc, c'est que l'exonération pour construction nouvelle a bien été appliquée. Elle va l'être pendant 2 ans. Et généralement, vous avez aussi en bas à gauche de votre avis d'imposition une petite annotation pour dire que l'exonération pour construction nouvelle est bien appliquée. Quatrième réflexe, est-ce que mon abattement de 50% pour création d'établissement était obtenu en CFE? Alors pareil, c'est lisible sur l'avis d'imposition. Vous voyez, dans la cellule 1, vous avez une valeur locative de 286 000. La colonne 7, la cellule 7 juste en face, vous avez une réduction de 142 000, de la moitié. Donc effectivement, ma réduction pour création d'établissement est bien appliquée. Nous allons maintenant passer à la dernière partie de notre présentation. Quand et comment réclamer? Vincent, je te redonne la parole. Merci Florence. Du point de vue du délai de réclamation, nous avons à disposition un délai général qui court pour la réception des impositions initiales. Ce délai est commun du point de vue de sa durée entre la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises, et il est de 1 an, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre
de l'année qui suit la mise en recouvrement d'avis d'imposition. Donc les avis d'imposition 2019 peuvent être contestés jusqu'au 31 décembre 2020, sans d'ailleurs que les événements liés au Covid n'aient entraîné la mise en œuvre d'un report de délai sur ce point-là. S'agissant des impositions supplémentaires, deux délais peuvent courir. Le premier qui est le délai général dont on vient de parler, c'est-à-dire à la suite de la réception des avis d'imposition ou de la réception des avis d'imposition supplémentaires, on bénéficie d'un délai jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la mise en recouvrement de l'imposition concernée. Donc, dans mon exemple, taxe foncière 2019 contestable jusqu'au 31 décembre 2020. Si d'aventure l'administration en 2020 avait entendu corriger l'imposition 2019 et mis en recouvrement en décembre 2020 un rôle supplémentaire de taxe foncière, ce rôle supplémentaire pourrait être contesté jusqu'au 31 décembre 2022, soit le 31 décembre de l'année qui suit la mise en recouvrement du rôle supplémentaire. Vient un délai supplémentaire qui est le délai spécial qui lui ne court pas à partir de la date de réception des impositions, mais à partir du moment où l'administration informe le contribuable de son intention de procéder à la correction des impositions. Et si nous avions une superposition de dates de contestation en matière de TF et de CFE pour le délai général, il en va un petit peu différemment dans le cadre de la taxe foncière et de la CFE avec le délai spécial, puisque le délai pour réclamer équivaut à celui qu'aurait eu l'administration pour procéder à des rectifications. Or, en matière de TF et de CFE, l'administration bénéficie elle-même de délais distincts, ce qui fait que pour une lettre d'information qui aurait été reçue en 2020, le délai spécial permet de contester la taxe foncière jusqu'au 31 décembre 2021 et le délai spécial permet de contester la cotisation foncière des entreprises jusqu'au 31 décembre 2024. Donc on est là sur des niveaux différents de délais qui ont trait à l'origine du support qui sert au contentieux. Ce que je propose, c'est que Florence vous présente maintenant le côté pratique, encore une fois, du volet déclaratif. Comment fait-on pour réclamer? Alors, vous devez vous adresser à l'interlocuteur désigné sur votre avis d'imposition. Alors, généralement, en taxe foncière, c'est un SIP, service d'impôt des particuliers. Et en CFE, c'est le service des impôts des entreprises, voire des fois la DGE, la direction des grandes entreprises de Pantin. Alors, c'est vrai qu'en taxe foncière, on dit SIP. Nous, on parle encore de cadastre. Et normalement, pour les locaux professionnels, il y a des nouvelles structures qui ont été créées. Enfin, c'est des structures qui existaient déjà, mais qui ont changé de nom. On parle de PELP, pôle d'évaluation des locaux professionnels. Dans tous les cas, vous pouvez vous adresser de toute façon à l'interlocuteur désigné sur votre avis d'imposition. Charge ensuite à l'administration de transmettre votre réclamation au bon service. Vous pouvez aussi utiliser votre espace professionnel que vous avez sur impôts.gouv ou envoyer un mail. C'est vrai que nous, en termes de réclamation, on reste assez classique et on aime bien envoyer des courriers recommandés avec accusé de réception. Et cela d'autant plus que même sur les boîtes mail, en fait, on ne peut pas envoyer tous les documents justificatifs. Donc, on peut le faire en fin d'année, qu'on est proche du 31 décembre et qu'on veut sauvegarder son année et envoyer ensuite un courrier avec tous les justificatifs. Cette réclamation, en fait, dedans, vous devez forcément indiquer quelle imposition vous contestez, de quelle année, les motifs de votre contestation et le montant demandé. Des points de vigilance. Lorsque vous souhaitez réclamer à la fois sur la taxe foncière et la CFE, vous devez envoyer 2 réclamations. Parce que vous avez compris que ce n'étaient pas les mêmes interlocuteurs. Même si effectivement, dans les faits, vous contestez votre valeur locative, en fait, la réclamation qui va être reçue pour la CFE au SIE, voilà, l'inspecteur va se retourner vers l'inspecteur du SIP qui, lui, calcule la valeur locative. Mais vous devez envoyer 2 réclamations. Lorsque vous avez obtenu une décision pour une année, vous devez vérifier que la mise à jour a bien été faite pour l'année suivante. Donc ça, on va dire, dans la lecture de l'imposition, c'est assez simple. Si vous avez obtenu 30% de réduction l'année d'avant, vous devez obtenir une taxe foncière réduite de 30% l'année suivante. Alors, ce n'est pas toujours automatique, c'est ce que je vous expliquais. Il y a de temps en temps un délai entre les décisions et les mises à jour. Par exemple, là, pour les impositions 2020, c'est plus possible. Voilà, il n'y aura pas de mise à jour. Les avis 2020 sont déjà en préparation. Ils vont être mis avec les bases qui auront été calculées en début d'année. Même si vous avez déposé une réclamation il y a un mois que l'inspecteur a traité rapidement, c'est trop tard. Les avis d'imposition, les bases d'imposition sont calculées. Il va falloir que vous attendiez de recevoir votre avis d'imposition pour déposer une nouvelle réclamation.
En cas de désaccord avec la décision prise par l'administration, donc vous avez la possibilité de saisir le tribunal administratif, donc dans le délai de 2 mois. Donc en ce moment, les délais sont un peu rallongés du fait du Covid. Mais vous pouvez également saisir le conciliateur fiscal. Alors c'est pareil, sur la décision, vous avez ses coordonnées, donc adresse postale ou boîte mail. La boîte mail, c'est comme quand vous écrivez au cadastre, en fait, vous ne pouvez pas mettre beaucoup de pièces jointes. Voilà, il faut juste retenir que le fait de saisir le conciliateur fiscal n'interrompt pas le délai de prescription pour saisir le tribunal administratif. C'est la seule chose à faire, mais ça vaut le coup de le saisir, surtout en province, on voit qu'il est plutôt efficace. Nous allons maintenant passer aux questions. Je remercie Florence, Vincent et Béatrice pour ce webinaire et nous allons passer effectivement aux questions. La première question qui nous est posée est une question relative aux mesures spécifiques. Alors, des mesures spécifiques ont-elles été adoptées dans le cadre du Covid-19 ? Qui souhaite répondre à cette question ? Peut-être Vincent ? Oui, je vais répondre à cette question. Alors en matière de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises, on ne va pas avoir la prétention de couvrir tous les sujets très nombreux des ajustements qui ont été mis en place à raison du Covid-19. La situation est assez hétérogène puisque sur le plan déclaratif, il y a eu des corrections pour beaucoup d'impôts, mais il n'y a, par exemple, en citant, la CVAE peut être déposée et liquidée et payée au 30 juin. Au lieu de début mai habituellement. Mais en matière de CFE et de taxes foncières, il n'y a pas d'allègement particulier, il n'y a pas de modification particulière. Donc, toute personne qui aurait achevé un immeuble en période Covid ou en tout début de période Covid a toujours sur les épaules le délai de 90 jours pour procéder à ce dépôt de déclaration, dont on rappelle qu'il préside à l'obtention de l'exonération partielle pour 2 ans de la taxe foncière. Donc sur le plan déclaratif, pas de changement. Sur le plan du contentieux, le délai général et le délai spécial n'ont pas changé. C'est-à-dire que pour introduire une réclamation initiale, il faut toujours se fixer au 31 décembre, et puis après en fonction du délai qu'on entend défendre. Donc les choses n'ont pas bougé non plus. Ce qui a en revanche bougé un petit peu plus, c'est pour les contribuables qui auraient engagé des actions durant le contentieux et qui auraient reçu une décision d'administration durant la période de confinement, enfin la période d'état d'urgence, ces contribuables-là bénéficient d'un délai un petit peu plus élargi pour saisir la juridiction administrative, pour saisir le tribunal administratif, puisqu'ils peuvent, suite à la deuxième ordonnance, saisir la juridiction jusqu'au 11 octobre 2020. Donc il y a un temps de latence. Normalement, le délai est de 2 mois dans les 2 mois qui suivent la décision d'administration. Là, quand bien même ce délai de 2 mois serait dépassé, il y a une fenêtre de tir jusqu'au 31 décembre, jusqu'au 11 octobre 2020. Une petite précision également, c'est que pour ceux qui n'ont pas reçu de décision alors que leur réclamation est ancienne et que donc un rejet implicite pourrait être envisagé, donc une saisine du tribunal administratif sur la base d'un rejet implicite, et ben ces contribuables bénéficient également d'un report au 11 octobre, mais ce report leur est impératif. Donc il faudra attendre le 11 octobre pour procéder à la saisine. Du point de vue du contentieux, donc les choses sont assez panachées. En revanche, ce qu'il y a d'acquis, c'est que l'administration, elle, se voit bénéficier d'un moratoire sur sa capacité à exercer son droit de reprise. Et pour la généralité des situations où son droit de reprise s'arrête au 31 décembre, c'est-à-dire 31 décembre 2020 pour la taxe foncière 2019, 31 décembre 2020 pour la CFE 2017, on est sur des délais un petit peu différents, et bien l'administration n'aura plus jusqu'au 31 décembre 2020, mais jusqu'au 31 mai 2021. Donc effectivement, si les agencements, les modifications, les ajustements liés au Covid ne sont pas très nombreux en matière de fiscalité, vous continuerez quand même encore à entendre parler de fiscalité plus longtemps que prévu, et au moins jusqu'au 31 mai 2021, à raison d'un droit de reprise élargi. Merci Vincent pour cette réponse. Merci Vincent pour cette réponse bien détaillée. J'ai une question qui est encore pour toi Vincent, je suppose, qui concerne la déclaration immédiate est à l'initiative de l'exploitant. Il n'y a-t-il pas de campagne faite par l'administration fiscale? Je pense que c'est autour de la CFE. Et la question qui est liée aussi, c'est quel est le risque financier en cas de non-déclaration? Je te laisse la parole.
Merci. Alors, je déduis de la question qu'on parle des deux cas qui entraînent des obligations déclaratives liées au changement qui impactent l'exploitation de l'immeuble. Donc, les installations techniques, matériel, outillage qui dépasseraient le seuil de 500 000 € et l'obligation, et le fait de remplir ou non les conditions pour être inscrit au répertoire des métiers. Alors effectivement, il y a eu, si tant est que la question soit bien celle-ci, il y a eu une obligation, une campagne déclarative qui a été lancée une fois que les textes ont été adoptés, donc loi de finances 2018, loi de finances 2019. Mais il n'y a plus de campagne en tant que telle, mais une obligation qui pèse sur chacun. C'est-à-dire qu'une entreprise qui exploite un bien dont elle n'est pas propriétaire et qui verrait sa situation changer du point de vue du répertoire des métiers doit en informer son propriétaire au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle respecte ou ne respecte plus les conditions. Et s'agissant du seuil de 500 000 €, la date est fixée au 1er février. Donc il y a une obligation tous les ans de procéder à ce sujet-là, afin de procéder, d'informer l'administration spontanément des changements qui peuvent être opérés, et l'information de l'administration, elle ne peut venir que si l'exploitant respecte ces deux délais, 31 décembre et 1er février selon les cas de figure. Concernant les amendes, eh bien, encore faut-il que l'administration procède aux mesures de notification. Et donc là, si l'administration ne se mobilise pas pour procéder aux relances et à la mise en œuvre effective des amendes, il n'y a pas spécifiquement de montant qui tombe de manière automatique. Merci Vincent pour cette réponse. J'ai une dernière question qui concerne donc une personne qui a acheté un magasin en mars de 2020. Il est prévu qu'elle soit refacturée par son vendeur d'un prorata de taxes foncières. Comment puis-je contrôler, voire contester l'imposition? Peut-être que Florence peut y répondre. Oui, alors c'est vrai que ça va être l'ancien propriétaire qui va recevoir la taxe foncière puisque c'était lui le propriétaire au 1er janvier 2020, c'est ça? Après, généralement, c'est ça, il y a un prorata temporis. Alors, pour contrôler et contester éventuellement, en fait, vous allez devoir demander un mandat à l'ancien propriétaire, parce que seul lui peut réclamer. Et donc après, comme vous allez avoir une refacturation au prorata temporis de la taxe foncière, il devrait normalement vous rétrocéder également au prorata temporis le montant du dégrèvement. Alors, c'est vrai que pour la réclamation, c'est le propriétaire. Après, si vous voulez essayer d'obtenir les documents cadastraux, c'est-à-dire essayer de comprendre votre base d'imposition, aller chercher quelle surface est retenue, quelle catégorie. Voilà, généralement aux impôts, quand vous mettez dans les pièces jointes l'attestation notariale qui prouve que vous êtes devenu propriétaire à partir de telle date, voilà, de temps en temps, il y a un peu de souplesse dans le système, ils veulent bien vous transmettre les déclarations, mais pour la réclamation, c'est clair que ça doit être, voilà, c'est ou le propriétaire qui réclame en direct, ou vous avec un mandat du propriétaire. Là, il n'y a pas de dérogation sur la réclamation. Merci Florence pour ta réponse. J'ai une autre question qui est: l'administration va-t-elle accorder des exonérations, dégrèvements d'imposition pour la période de fermeture des activités non essentielles? Alors, je pense, quel est celui qui souhaite répondre? Bon, je peux répondre. Alors, je vais avoir une réponse qui va peut-être pas satisfaire à la personne qui la pose. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va être prévu puisque l'impact budgétaire est déjà assez colossal. Je ne sais pas dans quelle mesure les dispositions déjà existantes pourront s'appliquer, notamment sur le côté exceptionnel de la situation. Donc je vais avoir du mal à répondre pour l'administration à ce sujet-là, qui est pour le coup un vrai sujet, puisque nombre d'activités ont été contraintes de s'arrêter. Là, on est plus dans la sphère CFE pour des raisons extérieures. Difficile à ce stade de répondre. Pardon, c'est toujours difficile de toucher la fiscalité locale parce qu'en fait, c'est les budgets des communes qui sont impactés directement. C'est pas le budget de l'État. Donc la réflexion n'est pas tout à fait la même non plus au niveau de Bercy. Dès qu'on a une réponse ou une information, je pense que on en profitera pour oui, dès qu'on a de l'actualité. Tout à fait. Pour la communiquer, et de toute façon l'ensemble des slides avec de la présentation sera donné à l'ensemble des participants. Donc voilà. Une dernière question peut-être de Béatrice? Oui, éventuellement, est-ce qu'il vous est possible de donner un exemple par rapport à l'injustice
fiscale que vous évoquiez, juste pour mieux comprendre comment joue cette injustice, s'il vous plaît. Florence, vous en avez parlé dans les premières slides. Oh, oui, alors c'est vrai, voilà, j'ai pas de mémoire en plus pour les utiliser. Alors voilà, mathématiquement, il y a une injustice. Après, ça dépend, voilà, ça dépend tellement des taux d'imposition, des tarifs d'évaluation que de tête, je ne peux pas vous le dire. On sait que c'est quelque chose qu'on a constaté et que c'est une réelle injustice qui va se fondre au fur et à mesure où on va arriver jusqu'en 2026. Mais pour l'instant, on sait que ça peut être des soucis quand un locataire cherche des locaux. Voilà, quand vous avez un broker ou même un propriétaire qui propose des locaux, voilà, ils ont du mal à comprendre que l'immeuble voisin a un coût totalement différent. Mais comme ça, de tête, vous donner des ratios, je ne sais pas faire. Vraiment se plonger, voilà, c'est une imposition locale, donc c'est des critères d'imposition locaux. Voilà, je ne peux pas vous dire que la taxe foncière sur toute la France, elle est à peu près de tant d'euros au mètre carré pour un immeuble de bureau ou pour un commerce. Voilà, c'est pas possible. J'aimerais bien, mais c'est pas possible comme ça. D'accord, c'est plus une injustice liée à la localisation qu'au mécanisme en lui-même, en fait. Non, c'est le mécanisme, puisqu'en fait, si vous êtes avant janvier 2017, vous avez cette valeur locative 70, qui est toujours embarquée dans le système. Alors, elle va disparaître, son poids va disparaître dans l'imposition. Mais par exemple, les premières impositions 2017, ce qui faisait essentiellement l'imposition 2017, en fait, c'était la valeur locative 70 et non pas la valeur locative révisée. Au fur et à mesure, on va s'approcher de 2026, ça va être l'inverse. 2026, enfin, la valeur locative révisée va être la vraie base d'imposition. Et après, pour un immeuble neuf, il est tout de suite imposé sur une valeur locative révisée. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Ça dépend des taux d'imposition, ça dépend des grilles tarifaires qui sont applicables. D'accord. Voilà, voilà, il n'y a pas de, et il n'existe pas de recensement en fait de coûts de taxe foncière ou de coûts de CFE au mètre carré. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'on va clôturer ce webinaire. Comme je disais, l'ensemble de la présentation sera envoyé par email aux participants. Je vais remercier nos trois animateurs aujourd'hui et surtout, comme nous sommes encore en période de Covid-19, prenez soin de vous et je laisserai le plaisir à Florence de passer le dernier slide où il y a l'email de notre département afin que si vous avez des questions additionnelles, vous n'hésitiez pas à nous les envoyer. Est-ce que tu peux passer le dernier slide, s'il te plaît, Florence? Excusez-moi. Donc, merci et prenez soin de vous. Donc, bon après-midi. Voilà. Bon après-midi à tous. Merci encore pour votre participation. Une dernière question peut-être? Non, a priori non. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Bon après-midi, au revoir.